Nous allons parler ce soir de la multiplication des candidatures pour la présidentielle de 2020. À l'heure où nous parlons, on en est pour le moment à 5. Djeri Tama du Nouvel Engagement Togolais, Agbeome Kodjo du MPDD, Jean-Pierre Fabre de l'Alliance nationale pour le changement, le docteur Ton du mouvement Non-Vie, mais également Ekwe Kodar Gamessou qui s'est également lancé. Alors, d'autres sont annoncés. Qu'est-ce qu'il va en être pour 2020 dans cette multiplicité de candidatures? Qu'est-ce qu'on fait des conditions d'organisation du scrutin qui préoccupent d'autres mouvements et notamment les citoyens togolais? Nous en parlons ce soir avec le pasteur Johannes Bavon. Pasteur Bavon, bonsoir. Bonsoir, M. Samuel. Secrétaire général du Front des architectes de la République, mais également troisième porte-parole de les citoyens togolais. C'est quoi? C'est un mouvement? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas un mouvement, c'est une situation, je dirais, constitutionnelle. La Constitution nous dit que lorsque vous êtes citoyen, à l'article 150, et qu'il y a un coup de force dans le pays, donc les citoyens s'organisent et pour faire barrage à l'autorité illégitime. Là, la Constitution l'a si bien défini qu'il s'agit des citoyens. Il ne s'agit pas là des organisations ou d'un mouvement ou des partis politiques. Il s'agit des citoyens. Donc c'est pourquoi j'aime bien le législateur dans ces mots dit qu'il s'organise. Ça veut dire que ce n'était pas une organisation, mais c'est le rassemblement des citoyens. Et aujourd'hui, il faudra rapidement que j'explique ceci. La lettre que nous avions envoyée aux autorités togolaises, également aux institutions internationales, signifiant notre position pour les réformes et l'arrêt du processus électoral, c'est au nom du peuple. C'est par le peuple et c'est pour le peuple. Et les gens peuvent se demander, d'ailleurs, il y a des critiques, des gens qui se disent que, bon, eux, ils sont de la mouvance présidentielle, il ne faut pas partir de ce peuple et tout, et que, comment est-ce qu'on sait que c'est tout le peuple qui veut ça? Non, écoutez, à moins que nous ayons oublié ce que signifie le peuple, la vraie définition d'un peuple. Alors, je vais le rappeler, le peuple est déterminé par un intérêt général. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un objectif d'intérêt général, tous ceux qui sont bénéficiaires de cet intérêt général, toute personne bénéficiaire de cet objectif, ce sont ces gens qu'on appelle le peuple en matière de droit étatique. Alors, en la matière, qu'est-ce qui se passe? L'objectif de réforme réclamé, l'objectif de changement et de réforme au niveau des institutions et de l'organisation électorale réclamée, ce n'est pas au nom et pour l'intérêt d'un parti. Ce n'est pas au nom et pour l'intérêt d'une personne, ni pour l'intérêt d'un mouvement. Mais c'est pour l'intérêt de tous. Et là, je tiens à le souligner que même le président qui est au pouvoir aujourd'hui et dont le mandat finit bientôt, ce président ses petits-enfants. Ces enfants aussi bénéficieront de cette réforme dont nous parlons. Donc tous ceux qui sont bénéficiaires d'un certain objectif d'intérêt général, ce sont eux qu'on appelle peuple. Et là, il ne s'agit pas ici d'une question ou d'un paradigme de parti politique ou de mouvement, mais la citoyenneté togolaise est la caractéristique essentielle de cette démarche. Mais ici, par exemple, c'est signé du troisième porte-parole. C'est qui le premier, c'est qui le deuxième porte-parole? Mais ils sont là, ils sont là. C'est-à-dire que je ne serai pas le seul à parler. Vous allez les voir. Et puis, c'est pas la peine que je les cite. Il faut se présenter eux-mêmes. Ils viendront, vous les verrez. Donc, parce que nous avons des démarches appropriées à suivre. Et nous venons, parce que, bon, ils pensent que je suis le visage, qui est souvent plus régulier sur les médias en la matière politique. Donc, ils ont préféré quand même faire porter cette lettre par ma voix, mais cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas là. Ils sont toujours là. Et dans la diaspora, comme au Togo, vous aussi faites partie maintenant de ce peuple parce que vous en profiterez. Mais qui vous donne, c'est-à-dire au nom de quel pouvoir vous agissez pour le compte du peuple?
ben, nous agissons au nom de la citoyenneté togolaise. Ça, c'est un concept que nous n'avons pas compris au Togo. Nous avons toujours cru que avant de faire la politique, il faut appartenir à un parti politique, ou il faut avoir un parti politique, il faut être un chef de parti politique. Non. Le premier devoir, regardez la Constitution dans son article 150, elle vous dit que les citoyens s'organisent lorsqu'il y a un problème de coup de force. Et il y a, en la matière, il y a un motif qui sous-tend cette action. C'est-à-dire que les gens ne sont pas habitués en tant que peuple à s'organiser pour faire barrage aux gouvernants. Mais dans les pays, c'est ce qui se fait. Et c'est d'ailleurs une manière qui garantit la protection de la démocratie, la protection de la liberté. Mais chez nous, ici, nous attendons toujours l'action politique. Nous attendons toujours les partis politiques. Mais cette fois-ci, ce ne sera plus le cas parce que les gens ont très vite compris que dans la vie politique togolaise, c'est plutôt les partis politiques qui n'ont pas vite enseigné au peuple, illuminé le peuple à prendre conscience de son droit et de son devoir. Donc, ce n'est pas affaire de partis politiques. Mais maintenant... Oui, je sais que vous êtes un peu confus. Non, pas confus, mais c'est-à-dire quand on veut agir au nom et pour le compte du peuple, on doit avoir un mandat de ce peuple, justement. Voilà. Je vais vous dire quelque chose. La définition du peuple qui est assise sur un objectif d'intérêt général, on ne reçoit pas un mandat d'une personne avant d'agir dans le compte de quelqu'un qui va en profiter lorsqu'il s'agit du bien. C'est pourquoi même en droit civil... On dit souvent, ce que tu fais pour moi, sans moi, est contre moi. Non, c'est pas vrai. C'est pourquoi en droit civil, nous avons le principe de la gestion des affaires. La gestion d'affaires, c'est ce que je fais pour vous, en votre absence ou en votre présence, mais tant que cela va dans votre intérêt, donc je me donne quand même le privilège de vous représenter et de le faire. Et là, à votre retour, il s'agit de votre absence, à votre retour, vous constatez que j'ai arrangé quelque chose en votre absence, j'ai préservé quelque chose en votre absence. Je sais là où vous voulez advenir avec cette question, parce qu'il y a des gens qui se disent, avant de parler de peuple, avant de parler de majorité, il faut un scrutin, il faut un vote. C'est ça le mandat dont vous parlez. Je vais vous dire que c'est l'intérêt général que nous défendons. C'est cela, cet intérêt qui nous donne cette autorité. Et maintenant, quitte à nous maintenant de faire savoir à tous ceux qui sont les bénéficiaires de cet intérêt général, de comprendre ce que cela signifie et ce que tout le monde doit faire en la matière. Vous voyez la situation? Quand vous parlez ainsi, pasteur, ça me rappelle un peu le Che Guevara. Lorsqu'il a été arrêté, il a été livré, je pense, par un éleveur. Et on lui a demandé, mais pourquoi vous livrez le Che alors qu'il défend votre cause? Il a dit, le bruit des armes gêne mes animaux. Voilà quelqu'un qui n'a pas compris le combat que menait le Che et qui, finalement, c'est un combat dont il va profiter, mais qui a livré son sauveur. Et donc, quand vous agissez pour les gens sans leur mandat, il y a un risque. Avant de donner mandat à quelqu'un, il faut que la personne ait conscience du besoin, du travail à faire. Il y a deux moyens. Soit le mandant, il a conscience de son besoin et il va chercher un mandataire. Soit le mandant est absent ou il est inconscient de son besoin et quelqu'un qui est là, qui a conscience du dégât qui va arriver, s'en charge en informant celui qui deviendra finalement le mandant. Donc c'est les deux moyens. Je m'intéresse bien à ce rappel historique que vous venez de faire avec le Che. Le problème, c'est que des gens ont toujours confondu l'action populaire à l'action politique. Le Che dont vous parlez, Che a utilisé ses actions, ou bien il a fait ses actions dans le sens de la révolution populaire pour tous. Et pourtant, au Cuba même, il y avait des personnes qui croyaient qu'ils étaient en train de lutter pour leur propre poste. Vous comprenez? C'est pourquoi notre action est une action qui doit être forcément bien explicitée. Les citoyens qui veulent s'organiser afin de faire barrage à un pouvoir concentrationnaire, ils doivent s'expliquer.
On doit comprendre d'abord la première caractéristique de ce mouvement, c'est un mouvement qui est populaire, un mouvement des citoyens. C'est pourquoi on a écrit sur la lettre là-bas, pour les citoyens. Oui. Bien. Deuxièmement, il faudrait qu'on fasse comprendre aux acteurs politiques que si les acteurs politiques doivent participer à cela, il ne s'agira pas de récupérer le soulèvement ou la manifestation des citoyens, mais s'il faudra, en deuxième position, participer à cela, ce sera une forme de participation dépouillée de toute couleur politique. Parce que ça fait une grande différence. C'est pourquoi je ne viens pas au nom du phare, avec la couleur du phare. Quelqu'un qui se joint à ce mouvement pour faire barrage à ce coup de force électorale ne viendra pas au nom de PPP ou bien de KTC ou quelque chose. Chacun vient en tant que citoyen d'abord. Nous venons en tant que citoyens parce que la Constitution l'a si bien dit que les auteurs de cette action ne sont pas les partis politiques, mais que les citoyens qui s'organisent. Voilà. Pasteur, avant, j'ai envie de vous demander quelle idée vous avez derrière la tête. Dans quel sens, s'il vous plaît? C'est-à-dire, quand je vous entends faire ce développement et citer l'article 150, moi j'ai lu un certain nombre de réactions sur les réseaux sociaux après la publication de votre courrier. Les gens se sont demandé, mais il sort d'où? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce que vous avez des idées révolutionnaires derrière la tête? Ah, ben voilà, je comprends votre question. En fait, oui, c'est normal que les gens posent des questions pareilles. Parce que lorsqu'un individu, surtout avec moi dans le cadre dans lequel vous m'avez connu, et puis sort de ce cadre pour faire la politique, on doit se demander, mais qu'est-ce qu'il veut? Seuls les imbéciles, excusez-moi, ne vont pas se poser une telle question. Alors, la réalité, c'est que là où nous sommes arrivés, il y a une obligation qui nous incombe. À un certain moment, on peut être dans l'ignorance à l'égard de sa patrie. Mais là où nous sommes arrivés, notre obligation, savoir, sonne. Quelle est cette obligation? Lorsqu'un individu vient naître, là je rentre un peu dans la métaphysique, la métaphysique pour quelques 2 minutes, lorsqu'un individu va naître dans un monde, il ne lui appartient pas de choisir sa patrie. On ne choisit pas sa patrie avant de venir dans le monde. Donc il y a quand même une forme d'imposition arbitraire, si je peux le dire ainsi, de chaque personne qui vient dans ce monde avec le pays dans lequel il vient. Il est citoyen de ce pays arbitrairement. Mais quand il ouvre la conscience, il découvre qu'on l'appelle Togolais. Mais il se passe quelque chose de surnaturel, c'est que lorsque cet individu est conçu, dans le ventre de sa mère, il y a quelque chose que nous appelons le placenta. Le placenta a pour rôle de filtre, qui filtre tout ce qui est déchets, non seulement déchets matériels, mais déchets spirituels aussi. Et lorsque cette personne est née, c'est la terre, d'habitude chez nous ici, selon notre culture, c'est la terre qui reçoit le placenta. C'est dans le sol que cela est souvent enterré. C'est comme ça dans notre culture. Et ce n'est pas juste une question de civilisation, mais c'est une question de compréhension des principes spirituels par nos aïeux. Maintenant, je vais vous dire, cela signifie que tout individu qui est citoyen d'un pays a une alliance de sang avec cette terre. Et il vient, la terre lui donne de l'air, la vie, la terre lui donne la force, de l'énergie, et tout ce que cette terre contient, les peuples, les ressources, permettent à cette personne d'évoluer. Maintenant, quand il évolue, il arrive à un moment où on parle de l'âge de majorité ou l'âge professionnel, et cette personne doit rendre maintenant à cette terre son fruit. Le cultivateur qui plante une graine doit espérer la moisson de cette graine. Donc la terre qui reçoit un être humain comme son citoyen doit recevoir pour ce qu'il lui a donné la moisson. Et le moment de la moisson, c'est lorsque cette terre a besoin de son développement, lorsque cette terre a besoin de sa protection contre les dévoreurs, contre la corruption, contre le vice de l'ego. Là, cette obligation est une obligation de vie ou de mort. Parce que lorsque nous gardons la position passive, il se passe alors que, sans le savoir, nous nous joignons du côté des complices ou bien des ennemis, des destructeurs de cette terre. Et là, nous nous positionnons comme ennemis de cette terre, mais quand nous nous levons le matin, notre pied tombe sur cette terre-là. Or, il se passe quelque chose spirituellement que je viens vous dire, c'est que là, en ce moment, tous les déchets que cette terre avait accueillis, vous savez, dans notre vie, lorsque vous vous lavez,
la saleté, c'est la terre qui reçoit. Les haillons, c'est la terre qui reçoit. Les cheveux, c'est la terre qui reçoit. Tout ce qui est ordure, c'est la terre qui reçoit. Mais il vous retourne tout. Spirituellement. Et là, même si vous prenez vos valises, vous quittez cette terre pour aller dans un autre pays, vous êtes esclave là-bas. Bon, ça explique beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Donc, c'est pourquoi, à un moment donné, un citoyen, et c'est du nationalisme dont je parle ici, et c'est du patriotisme dont je parle ici, et dans un sens spirituel, un citoyen doit défendre sa terre, la terre qui lui a donné la vie. Mais en même temps, défendre sa terre contre des Togolais aussi, parce que ceux-là sont aussi des Togolais. Vous vous rappelez que je vous avais dit entre-temps ici que notre combat n'est pas contre une personne, que notre combat est contre un système. Oui, mais qui est incarné. Donc, c'est la raison pour laquelle l'individu doit être toujours distingué du système. Si nous personnifions ou nous incarnons, nous mettons dans la personne de l'individu le système, alors nous ne pouvons pas aider l'individu. De la même manière, en psychanalyse et en psychologie, lorsque vous êtes chez un psychologue, le psychologue doit être capable de séparer votre personne, votre réalité, de vos erreurs, ce qui vous amène à commettre certaines erreurs. Donc, si on ne fait pas cette distinction, on ne peut pas aider l'homme. Mais aujourd'hui, il faut que nous reconnaissions qu'il y a un système au Togo qui est en train d'empêcher le développement du pays. Le système est appelé la concentration des pouvoirs. Et ça, c'est un vice de l'ego. Toute personne en position de pouvoir, vous savez, on a l'habitude de dire que le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc c'est un système, c'est une situation politique qui ne peut plus permettre à l'individu d'être égal à lui-même. Là, il concentre tous les pouvoirs, c'est là où se développent tous les vices. La dictature, l'oppression, la corruption, la violence. Et puis, comment l'appelle-t-on, surtout le problème que nous avons aujourd'hui, la vente de nos pays aux multinationales étrangères. Vous voyez? Donc, c'est ce qui se passait. Pourquoi chaque citoyen, à un moment donné, lorsqu'il arrive que les pouvoirs sont concentrés dans la main d'une personne, le citoyen doit réagir. Au moyen de quoi? Au moyen de la Constitution. Parce que c'est la Constitution qui doit être le barrage à une telle situation politique. C'est la Constitution par ses règles solides, bien disposées, qui doivent empêcher une telle concentration des trois pouvoirs. Et dans notre cas, notre Constitution doit également permettre une liberté d'alternance. Et tout ce que nous réclamons là, vous demandez qu'est-ce que j'ai dans la tête. Et justement, moi, j'ai dans la tête la liberté des Togolais et de nos enfants demain. Nous ne voulons pas que nos enfants traversent la misère que nous traversons aujourd'hui. Ce n'est pas forcément pour avoir un poste politique, non. Vous êtes ici, si vous allez ailleurs, vous pourrez encore réussir. Et même si vous faites autre chose, vous pourrez réussir. Mais ce serait lâche. En tant que citoyen, qu'est-ce que la progéniture dira de nous? Lorsque cette situation de dictature, d'oppression se passait en votre temps, qu'est-ce que vous faisiez? Pourquoi vous n'aviez pas réagi? Vous voyez, tout ce que nous faisons aujourd'hui, Dieu merci, nous avons l'Internet et c'est enregistré. Les hommes peuvent oublier, mais l'Internet n'oubliera pas. Et ça, au moins, nous aurons joué notre part dans cette lutte. C'est pour cela, c'est ça ce que nous avons dans la tête. Alors, donc, si je comprends bien votre démarche et si je la rapporte à l'actualité du moment où on voit tout le monde courir dans tous les sens pour être candidat à la présidentielle, vous pensez qu'ils font fausse route? C'est pas le juste combat, c'est pas un combat électoraliste? Monsieur Samuel, comprenez que lorsque l'individu veut faire quelque chose, il doit forcément y avoir un intérêt. Il doit forcément y avoir un intérêt pour la personne. Parce que personne ne se lève un matin et puis se met à faire une entreprise, entreprendre quelque chose, un objectif, sans qu'il y ait un profit pour la personne. Bien. Alors, s'il y a candidature aujourd'hui, cela veut dire que forcément, ces individus ne sont pas des idiots. Ils sont des leaders, ils sont des sages, ils sont des gens intelligents. Alors, ils entreprennent cela pour quoi? Quel est le profit? Quel est l'intérêt? C'est ce que nous devons demander. Justement, en tant que président des partis politiques ou bien des représentants de formations politiques, c'est dans leur rôle intrinsèque de participer à des élections. Et pour obtenir quoi? Si ce n'est pas pour conquérir le pouvoir,
ce serait pour participer au pouvoir. Personne ne peut investir son argent et son énergie à faire la campagne juste parce qu'il veut aller mesurer son code de popularité. Non, il y a un intérêt à gagner. Et c'est cet intérêt-là qui ne corrobore pas avec l'intérêt général populaire. Mais ce n'est pas le discours qu'ils tiennent. Non, je vais vous dire ceci. Oui. Vous savez, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas un parti politique qu'il n'est pas un bon politicien. Vous êtes ici, vous n'êtes pas de parti politique, mais vous êtes un fin politicien. Quand vous écrivez vos analyses parfois, je ne dirais pas parfois, la plupart du temps, sont pertinentes et plus élevées que ce qu'on nous offre sur le plateau de la politique. Maintenant, je vais vous dire ceci. Lorsque ces personnes-là, ils veulent être candidats, on ne doit pas les condamner pour cela. Parce que c'est ça leur vocation. Mais lorsque l'individu va à une élection, M. Samuel, sachant bien sûr qu'il a en face de lui une machine à fraude, une machine à corruption, une machine à achat de conscience et une machine qui s'est imposée pendant 50 ans et plus, une machine qui n'arrivera pas à conquérir. Que monsieur nous dise aujourd'hui, monsieur Samuel, par quel mécanisme ils iront à bout de cette machine dans cette élection qui est organisée, comme nous le savons tous, et sur le fondement des règles constitutionnelles qui profitent en part léonine à une personne, qui nous disent aujourd'hui quelle victoire ils veulent apporter au peuple. Non. Donc, ils n'ont pas de mécanisme. Moi, j'ai lancé ce défi, ça fait plus d'un mois. Je leur ai dit, ils n'ont qu'à nous dire la garantie. Mais personne de nos candidats n'a pu se lever et nous dire, voici comment nous allons arriver à le faire. Alors, je vais vous dire, ils tiennent le langage qu'ils y vont pour l'intérêt du peuple. Ça, c'est le langage d'un politicien. Ils sont là dans un paradigme politique de lutte de classe politique, de lutte entre élites pour conquérir le pouvoir. Mais la réalité, c'est que, ayant pris compte tout ce que nous connaissons avec le pouvoir actuellement, avec la situation du pouvoir là où nous sommes, avec la situation de l'opposition là où nous sommes, bien, je ne veux pas être un prophète de malheur, mais les calculs montrent clairement qu'ils n'ont pas de chance parce que les partis politiques ont déjà foiré la situation. Lorsque un individu a une si grande majorité au Parlement et qu'il a fait les réformes à sa manière et qui lui sont favorables, en ce moment, aucun parti politique ne pourra plus sauver le pays. C'est en ce moment que le rôle des citoyens est demandé. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu défaitiste? Je regarde, moi, la situation en Gambie. Oui. Qui l'eût cru? Mais c'est arrivé. Mais M. Samuel, vous ne faites que répéter la Gambie. Vous m'avez déjà parlé de cela. Et je vous avais donné la même réponse que je m'en vais vous donner maintenant. Le cas de la Gambie n'est pas le cas du Togo. Je vais vous dire pourquoi. Je vous donne juste un facteur très important. Voici comment les politiques, dans notre analyse, voici comment les politiques au Togo ont agi jusque maintenant et n'ont pas pu obtenir le pouvoir. Je vais vous dire. Lorsqu'ils sont trois opposants à avoir le même langage, je vous donne un exemple. Pas de réforme, pas d'élection. C'est un exemple, hein? C'est pas ce que je suis en train de dire maintenant. Donc, pas de réforme, pas d'élection. Voilà. Ils sont trois à avoir le même langage. Parmi les trois, il y a un qui est contacté par celui qui a tout le pouvoir dans les mains et au régime. Donc, celui-ci, on sait quoi lui donner, on sait ce qu'il aime bien et on lui donne. Dès qu'on lui donne, il commence par changer de langage. Lorsqu'il change de langage, les deux autres qui tiennent toujours le même langage voient que ce monsieur est en train de prospérer quelque part et que son langage est en train de changer. Alors c'est comme si eux, ils sont en train de perdre quelque chose et les deux autres aussi, l'un fait le coup bas au second et retourne se joindre et finalement, ils vont à ces élections. Ça, c'est un facteur principal qui a caractérisé la politique togolaise et qui n'a pas permis la victoire. Et cette chose-là, elle est partout, mais ce n'est pas ça qui avait joué en Gambie. Si ça veut dire quoi? On a moins d'hommes de valeur au Togo qu'en Gambie? Non, ce n'est pas moi qui le dis, mais la réalité, c'est que chacun a sa manière de faire sa politique. En Gambie, ils l'ont fait d'une certaine manière. Nous aussi, nous l'avons fait d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui, et cela ne nous a pas donné un bon résultat. Tout ce que nous devons savoir, c'est qu'aujourd'hui, il faut changer de processus, il faut changer de méthode, c'est tout. On ne peut pas compter sur ces méthodes de coup bas et d'un parti à un autre
et espérer avoir une victoire ou une liberté pour tous. Donc ça, ce n'est qu'un langage de bluff, ce n'est même pas une métaphore, c'est du bluff. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le combat que vous menez est suivi? Le combat, monsieur Samuel, est largement suivi parce que nous avançons d'ailleurs. Nous avançons parce que au début, beaucoup de personnes ne parlaient plus de résistance au régime dans l'organisation des élections. Personne ne parlait de cela, même les partis politiques. Parce qu'on parlait de réformes, les réformes étaient tombées en main. Nous, on était surpris que les partis politiques devaient réagir et demander à ce qu'on fasse des manifestations ou quelque chose. Il n'y avait pas eu grande réaction. Si ce n'est pas M. Jean-Pierre Fabre qui avait placé quelques mots à l'époque, mais la classe politique n'avait pas réagi. C'était un grand étonnement pour moi. Secondo, lorsqu'on avait fait cette loi ou cette modification de la loi Boudjouna pour interdire absolument le droit de manifester au Togolais, la réaction de la classe politique a été très faible. Et ça nous a beaucoup choqués. Donc aujourd'hui, il fallait expliquer aux gens qu'il y a danger devant nous en 2020. Et nous nous sommes mis dans cette entreprise. Des gens de la diaspora, des Togolais de partout en Afrique. On ne commençait pas à écrire sur les réseaux, on ne commençait pas à nous poser des questions, des choses à expliquer. Quand nous nous sommes mis à expliquer des choses, c'est là où les gars ont dit, mais attends, il y a danger devant nous, mais personne ne nous le dit. Il faut qu'on réagisse. Alors maintenant, les réseaux sociaux, le langage a changé. Beaucoup de personnes, oui, il y a ceux qui veulent aller aux élections, certes, mais il y a ceux qui voient dans cette élection un nouvel échec, encore pour le peuple et une prolongation de la misère du peuple. Vous voyez la situation? Donc la mentalité a changé, le réveil de la réalité est venu et des gens sont prêts maintenant. Ce n'est pas un combat perdu, mais vous allez plutôt me demander si le gouvernement ne réagissait pas selon nos revendications. Qu'allez-vous faire? Voilà, c'est là où la problématique de fond se trouve. Alors je vais vous dire, en réalité, nous n'allons pas nous taire en tant que citoyens, parce que c'est notre devoir spirituel, c'est pourquoi elle a dit sacré. C'est notre devoir spirituel de faire barrage. Et là, nous sommes à la première phase pacifique. Nous allons toujours obtenir, nous allons adopter plutôt des attitudes de paix, des démarches pacifiques. Mais nous sommes à la première phase. La deuxième phase viendra. La troisième phase suivra. On suivra de phase en phase jusqu'à ce qu'on soit écouté par tous et que ce que le Togolais réclame lui soit donné. Pasteur Johannes Bavon, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. On va marquer maintenant la pause et dans une dizaine de minutes après le journal, nous nous retrouvons pour Regard Croisé.